ravi d'être là, surtout entre collègues scientifiques. Mon but, ça, c'est un petit peu de secouer le cocotier. Je le fais un peu dans plein de secteurs différents, mais là, du coup, c'est un peu à la maison, à l'université. Mais c'est important qu'on le fasse aussi chez nous. Alors, je démarre souvent avec cette image-là, qui est voilà, une image un peu balnéaire, qui rappelle un peu des vacances, éventuellement. Alors, ça, c'est plutôt une image mentale. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des projets, en général, on pense que le monde est stable. Vraiment, je vous invite à faire une petite analyse de tous nos projets, n'importe quel type de projet, hein, économique, social, culturel. En général, on pense que le monde est stable. Donc la mer est plate et puis il y a quelques petites vagues de temps en temps, quoi. Sauf que dans cette ville, vous avez peut-être reconnu, hein, mais du jour au lendemain, il peut se passer ça. Donc ça, c'est Valence en Espagne, en octobre 2024, 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures, avec des objets lourds dans les rues. Ça fait beaucoup de dégâts. Bon, bah ça illustre le monde dans lequel on rentre. Donc nous quittons le monde de la continuité pour entrer dans le monde des ruptures. Si je vous le dis en langage mathématique, on quitte le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Si vous voulez, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas tellement que la température augmente tranquillement. Ce qui va nous occuper, c'est les méga-feux, les méga-inondations, les gelées tardives. Voilà, c'est plutôt ça, quoi. C'est le monde de l'écart-type, les valeurs aberrantes. Alors ça, ce qu'il y a de bien au niveau scientifique, c'est qu'il y a un consensus, c'est que tout le monde est d'accord là-dessus, qu'on est rentré dans la polycrise, dans la permacrise, le monde VUCA, le monde banni, que ce soit en sciences dites dures ou en sciences dites molles, ou sciences humaines, sciences inhumaines, si vous voulez. Tout le monde est d'accord, hein, Davos, l'OTAN, l'OCDE, le GIEC, voilà. Alors, quand on parle de polycrise, ça c'est la description. En effet, les crises deviennent plus intenses et plus fréquentes. Mais moi, je préfère utiliser une autre expression qui est le burn-out planétaire. Parce qu'un burn-out, ça va un peu plus loin que la description, c'est déjà un peu une explication. Alors, le burn-out, c'est l'épuisement. Hein. Alors, pourquoi je parle de burn-out? Parce que c'est toujours le produit d'un excès de performance, le burn-out, par définition. On s'épuise. Alors, il y a une épidémie de burn-out des humains. Donc, le burn-out, avant, c'était quand on avait 50 ans, quand on avait 60 ans. Bon, ben maintenant, c'est quand on est lycéen qu'on fait un burn-out. On se suicide à 6 ans maintenant. Enfin, juste pour quand même le dire, donc la dégradation de la santé mentale, elle est quand même là, quoi. Bon, ça, c'est la santé, c'est le burn-out des humains, mais ça ne vous a pas échappé qu'il y a un burn-out des services publics, des hôpitaux, du droit international. Bon, ça, je n'ai pas trop besoin d'insister. Burn-out des écosystèmes, évidemment, c'est assez évident. Alors, je vais quand même vous présenter une petite boucle qui permet d'illustrer ça, et qui, à mon avis, celle-là, il faut bien l'avoir en tête, parce que c'est quand même au cœur de la roue du hamster dans laquelle on est. Alors, je peux démarrer à gauche. Chaque fois qu'il y a une crise, ça appelle le besoin de sécurité. Et ça, c'est un besoin primaire. Tout le monde a besoin d'être en sécurité. Un enfant de 3 ans a besoin d'être en sécurité pour se développer. Donc c'est comme le besoin de respirer, le besoin de se nourrir, on a besoin d'être en sécurité. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on transforme le besoin de sécurité en besoin de contrôle. Ça, c'est bizarre. Et je veux vraiment que vous passiez une seconde pour réaliser à quel point c'est n'importe quoi. C'est qu'en fait, on a un peu l'impression que quand on augmente les contrôles, on est plus en sécurité. Alors, je vais vous donner un exemple où ça ne marche plus du tout, ce truc-là. Si vous êtes dans une dictature, il y aura beaucoup de contrôles. Est-ce que vous serez en sécurité? En fait, il faut juste réaliser que le contrôle, c'est le contraire de la sécurité. C'est le contraire. Le contrôle, c'est la faille de sécurité. C'est ça qui est fou, hein. C'est là où on voit que c'est de l'endoctrinement. Je vais vous donner un exemple tout simple. Là, on a l'exemple iranien, qui est presque, je ne vais pas dire trop beau pour être vrai, parce que c'est trop triste pour être vrai, mais Téhéran, donc, qui est une ville, comme beaucoup de villes du monde, qui a mis de la vidéosurveillance partout. Ça, c'est de la sécurité via le contrôle. Et ben, quand le Mossad israélien hack les caméras de Téhéran, de vidéosurveillance, et ben, ça met en insécurité le régime iranien. Le contrôle et la faille de sécurité. Bon, manifestement, ça, on ne l'a pas bien compris, hein, c'est un on un peu général. Hein. Mais disons que globalement, ça n'a pas du tout été acquis, ça. Donc chaque fois qu'on augmente le contrôle, quoi, hein, vraiment tout le temps. Le monde du tout contrôle, et donc ça appelle à augmenter les performances. Alors pareil, la performance, il faut bien la définir. La performance, je prends la définition du contrôleur de gestion. Vous voyez,
contrôleur de gestion, c'est du radotage du contrôle. Donc, pourtant, c'est ce qui est prescrit. Hein. La performance, voilà, c'est la définition du contrôleur de gestion qui domine actuellement sur Terre. Donc, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc, quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Bon, quand on augmente les performances, c'est très simple, on épuise les ressources. Toujours. Ce n'est pas une question, hein, c'est une observation. Quand on augmente les performances, on épuise les ressources. Le sportif de compétition qui fait sa performance, il épuise ses ressources. Bon, quand on épuise les ressources, qu'est-ce qui se passe ? On alimente la crise suivante. Alors ça, c'est ce que les systémiciens appellent efficiency trap, le piège de la performance. Chaque fois qu'il y a une crise, on augmente la performance. Chaque fois qu'on augmente les performances, on alimente la crise suivante. Alors, parler de polycrise sans parler de ça, oui, on reste vraiment à la surface des choses. Non, il faut aller au cœur, là. C'est comme quand on parle d'individualisme, de capitalisme, etc. En fait, on est à la surface des choses. Il faut aller jusqu'au cœur. Ce qu'il faut critiquer, c'est la performance. Donc voilà, on est là-dedans. Alors, bon, je vais vous le dire d'une autre façon, hein, mais c'est la même idée. Hein. Oui, ça, c'est le hamster dans sa roue. Hein. Plus il y a de crise et plus on augmente la performance et plus on prépare la crise suivante. Bon, à vrai dire, j'ai pas trop besoin d'insister là-dessus. Je pense que c'est assez clair là maintenant, quand même. Hein. Le Koweït, qui dépend à 93% de l'eau dessalée par du pétrole. L'industrie numérique, qui dépend de l'hélium qui est fabriqué au Qatar, qui vient de se faire bombarder. Je veux dire, c'est vraiment une évidence. Les data centers, hein, le numérique dépend de data centers qui sont hyper faciles à débrancher et qui n'ont aucune protection militaire. Tout est comme ça. Hein. Vraiment, je vous invite à regarder le château de cartes que nous avons construit quand même. Donc ça, c'est un système suroptimisé qui craque. Donc c'est ça la polycrise, c'est ça le burn-out. Alors je vais vous le dire d'une autre façon. Mais c'est la même idée. Hein. En fait, quand on met l'accent sur la performance, hein, toujours pareil, hein, efficacité, efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible, c'est toujours une performance relative. Donc, c'est un appel à la compétition. Toujours. Hein. Et vous voyez, dans le monde où la performance est vue comme la solution à tous nos problèmes, ce qui est positif, c'est la compétitivité. Ce qui est quand même, là aussi, hallucinant, que la compétitivité, même l'agressivité, hein, ça devient quelque chose de positif. Hein. Oui, on est quand même dans un moment assez dingue quand même. Alors, dans une compétition, pourquoi pas, hein, la performance appelle la compétition, mais alors il faut quand même se poser la question suivante, c'est qui gagne dans une compétition ? Alors, c'est très simple, ce sont toujours les plus violents qui gagnent dans une compétition. Et ça aussi, ce n'est pas une question, c'est une observation. C'est aussi toujours vrai, ça. C'est-à-dire qu'en fait, le sportif de compétition qui fait sa performance sera violent avec son corps. Le pompier qui est en compétition avec l'incendie sera aussi violent avec son corps. Et en fait, même une compétition, il y a toujours quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui est humilié. Alors, vous pouvez prendre sur le plan géopolitique, là c'est une caricature. On a 3 pays qui envahissent leurs voisins en ce moment. Donc il y a la Russie avec l'Ukraine, Israël, le Rwanda. Voilà, c'est 3 pays qui envahissent leurs voisins. C'est 3 pays qui ont été humiliés lors de la précédente compétition. Je ne dis pas que c'est la seule raison, hein. C'est toujours multifactoriel ce truc-là. Mais celle-là, il ne faut pas la rater quand même. Donc ça, en fait, c'est une observation. Oui, ce n'est pas une question. Quand on fait de la performance, ça nourrit la compétition, qui nourrit la violence. Alors, à vrai dire, ce n'est pas ça le problème. Parce qu'on est bien content d'avoir un pompier performant qui se fait violence. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais quand le pompier est dans l'incendie, il y a un protocole pour l'arrêter. C'est qu'au bout de 20 minutes, le pompier sort de l'incendie et il y a une tierce personne qui le scanne. Parce qu'en fait, lui tout seul, il est dans un pic d'adrénaline, il veut rester dans l'incendie. Donc il y a vraiment un protocole, des règles qui le font sortir de l'incendie. Et il y a une personne qui va lui dire, toi tu y retournes, tu peux y retourner, ou tu n'y retournes pas. Oui, il y a un bouton stop. Donc ça dure 20 minutes. Notre problème, actuellement, c'est qu'on n'a pas mis de bouton stop à la performance. On fait de la performance du matin au soir. Je vous invite à regarder votre journée. Déjà, aujourd'hui, c'est pareil pour moi, hein, même là, oui, je dis plein de choses en peu de temps, je fais de la performance. Hein, ouais. On est tous dedans, hein, on est tous dans la soupe de la performance. Mais regardez votre petit déjeuner, la routine de petit déjeuner, je suis sûr, à 99% qu'elle est optimisée. Voilà. Vous savez où mettre les bols, où empiler les assiettes, voilà, le matin, c'est... Le trajet domicile-travail, c'est le chemin le plus court. La planification du week-end, la planification des vacances, tout ça, c'est soumis à l'optimisation. Hein. Vraiment, je vous invite. C'est culture de la performance en permanence. Alors, c'est ça le problème. C'est que quand on est dans une culture de la performance, nous sommes dans une culture de la violence. Non-stop. Ça n'arrête pas.
Donc c'est une violence contre les femmes, contre les enfants, contre les plus défavorisés et contre les écosystèmes. Voilà, c'est le strike. Hein. Donc la culture de la performance, c'est une culture de la violence. Alors sur la violence contre les écosystèmes, hein, le burn-out des écosystèmes, là il faut quand même être vraiment aveugle pour ne pas le voir, parce que quand même on dézingue le vivant sur Terre. Hein. Donc voilà, il y a les 4 sujets, les ressources, le climat, la biodiversité, les pollutions. Alors je sais bien que tout le monde est au courant de ces sujets-là. Ça d'ailleurs c'est un progrès. Hein. Il n'y a plus besoin de dire qu'il y a un problème. Maintenant, j'ai parlé avec des collectifs, des personnes de tout style, des politiques, des entrepreneurs, tout le monde est au courant qu'il y a un problème. Voilà. Même Trump, je pense qu'en mode refoulé, en fait, il sait qu'il y a un problème. Donc bon, voilà, tout le monde est au courant qu'il y a un problème. Donc ce que je vous propose, un peu rapidement, parce que je ne vais pas en faire tout le topo, je ne vais pas faire un constat, mais juste une petite mise à jour. Parce que maintenant, l'enjeu, ce n'est pas d'être au courant du problème, eh ben, c'est de cranter, quoi, de bien en parler. Alors, 3 points. J'ai juste 3 points à partager. Le premier point, c'est qu'en général, tout le monde est au courant, mais en général, on n'utilise pas les bons mots et on n'a pas les bons ordres de grandeur. Donc je vous invite, et notamment en tant que scientifique, à être très précis sur les mots et sur les ordres de grandeur. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on va encore lire l'expression réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, ça donne l'idée que le problème, c'est la moyenne de la température qui augmente. Alors oui, la moyenne de la température augmente, hein, 0,1 degré tous les 5 ans, ça dépend des régions, mais voilà. Mais c'est pas ça le problème. Vous voyez bien, dans une journée, vous allez vivre un delta de 10 degrés, donc c'est pas ça le problème. Non, le problème, c'est pas la moyenne, c'est l'écart type. C'est les valeurs aberrantes, c'est Valence en Espagne, c'est plein d'exemples, je ne vais pas vous faire. Donc en fait, il ne faut pas parler le réchauffement climatique, c'est contre-productif de parler de réchauffement climatique. On reste dans l'idéologie du monde stable, prévisible. Non, il faut plutôt parler de dérèglement climatique. Dérèglement climatique. Là, vous mettez le focus sur l'écart type, sur les valeurs aberrantes. C'est ça qui va nous occuper. Vous voyez, c'est le Canada en 2021 qui se prend 50 degrés au lieu de 35, plus 15 d'un seul coup. Ça, ce n'est pas du réchauffement climatique, c'est du dérèglement climatique. Vous voyez que si vous ne qualifiez pas le monde, vous ne l'habitez pas. Si vous parlez de réchauffement climatique, vous allez construire une digue et vous allez tranquillement augmenter la taille de la digue. Ça, c'est du réchauffement climatique. Si vous parlez de dérèglement climatique, vous allez faire des habitats amphibies qui sont prêts à vivre avec une valeur aberrante que le GIEC prévoit en moyenne pour 2100, mais qui va arriver d'un seul coup en 2026. Vous voyez, c'est ça le dérèglement climatique. Si vous ne qualifiez pas le monde, vous ne l'habitez pas. Donc les mots, c'est Hannah Arendt qui disait ça, le mot juste, c'est de l'action. Donc il faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise. Et si vous voulez un ordre de grandeur pour aller avec ça, c'est par exemple le fait qu'en France, la fréquence des événements climatiques extrêmes a été multipliée par un facteur 4,5 depuis 2000, par rapport à la période 1950-2000. Donc nous sommes rentrés dans le climat déréglé. Bon, voilà, ça c'est juste peut-être un autre exemple, hein, comme ça. C'est quand on entend dans certains textes encore, un certain rapport, l'expression érosion de la biodiversité. Érosion de la biodiversité. Mais comment on peut écrire un truc pareil? Enfin, là pareil, hein, ordre de grandeur, en 50 ans, on a perdu 70% des animaux vertébrés sauvages en masse sur les continents. 70% en 50 ans. Ce n'est pas une érosion. Oui. Ou alors il faut vraiment redéfinir ce que c'est que l'érosion. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, parfois, on entend l'expression 6e extinction de masse, par analogie avec la 5e extinction de masse des dinosaures, hein, il y a 66 millions d'années. Alors là, je ne vous apprends rien, mais vous savez bien que quand on discute avec des géologues, ils vont vous raconter qu'avant que la météorite tombe, ça faisait déjà au moins 300 000 ans que les dinosaures étaient en déclin. Et ça, c'était les volcans du Décan, l'Inde actuelle, quoi, Bangalore, voilà. Et puis la météorite est tombée, et ensuite il a fallu 33 000 ans pour que les dinosaures disparaissent. 33 000 ans. Donc ce qu'on fait aux vivants actuellement, c'est 1000 fois plus rapide. Les insectes, 80% des insectes volants en Europe ont disparu, 80% en masse, en 30 ans. Là, c'est vraiment littéralement 1000 fois plus vite. Donc ce n'est pas la 6e extinction de masse. Moi, je préfère de loin l'expression d'Aurélien Barraud qui parle de première grande extermination. Alors le mot est brutal, mais c'est le mot juste. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'exemple dans l'histoire géologique. Peut-être que ça existait, mais on n'a pas d'enregistrement géologique d'une disparition du vivant aussi rapide. Et on est sûr que ça n'a jamais été causé par une seule espèce.
Donc c'est une extermination. Voilà, première grande extermination. Donc là, vous avez des mots, des ordres de grandeur. Et vous voyez, d'un seul coup, le compas va se déplacer sur des sujets différents. Voilà. Donc ça, c'est mon premier point. Les bons mots, les bons ordres de grandeur. Le deuxième point, maintenant qu'on a des mots, on va faire des phrases. Ouais, c'était vraiment un moment culturel. Alors, quand faire des phrases, ça veut dire quoi? Eh bien, il faut articuler les problèmes entre eux, tout simplement. Il faut articuler. Alors, ça ne vous a pas échappé que sur les 4 sujets, il y a un sujet qui domine dans les médias, dans les discussions, c'est le climat. Et dans le climat, ce qui domine, c'est le CO2. Et du coup, on fait des bilans carbone. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, c'est de la performance. C'est de la performance, c'est la culture de la performance. On a réduit la complexité socio-écologique à une molécule. Alors, à vrai dire, pourquoi pas? Peut-être que c'est la bonne clé d'entrée. Moi, je suis ouvert. Mais alors, il faut juste se rendre compte d'un truc tout simple. C'est que le CO2, l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, c'est le symptôme. Ce n'est pas la cause du problème, c'est le symptôme. Ce sont nos activités qui émettent du CO2. Donc, vouloir guérir le symptôme, c'est comme prendre de l'aspirine quand on a un cancer. C'est vraiment, ça soulage, mais ça ne guérit pas, quoi. Alors, il faut quand même que je le dise tout de suite, je ne suis pas un négationniste du climat. Je ne suis pas en train de dire que le climat, c'est rien. Et puis là aussi, une expression à mettre à la poubelle, c'est climato-sceptique. Non, on n'est pas climato-sceptique, c'est du fait scientifique établi. Donc on est négationniste du climat ou on ne l'est pas. On n'est pas un peu nazi. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, faut être clair. Le Guardian, par exemple, a banni l'expression climato-sceptique depuis des années. Donc il y a des journalistes qui endossent le fait scientifique quand même, faut aussi le souligner, quoi. Voilà, donc le climat, il y a un vrai problème, mais c'est de très loin le plus mauvais point d'entrée. Encore une fois, c'est le symptôme. Quand vous commencez par le climat, vous allez, par exemple, en Islande, créer la première usine de capture directe du CO2. Donc c'est des gros ventilateurs qui vont filtrer de l'air atmosphérique pour faire du charbon, pour réduire le CO2 en carbone, quoi. Alors ça, voilà, c'est le projet le plus stupide qu'on puisse imaginer. Il faudra en construire 1 million pour qu'il y ait un effet significatif sur le climat. Et surtout, ça permet à d'autres industries de continuer à polluer en achetant des quotas carbone. On a privatisé le CO2. Donc ça, c'est voilà. Alors, un autre exemple, c'est la batterie au lithium. Alors, j'ai rien contre la batterie au lithium ponctuellement, mais si on généralise la batterie au lithium, ça aggrave la pénurie de ressources, ça aggrave l'effondrement de la biodiversité, ça aggrave les pollutions globales. Oui, c'est quand même assez simple. Une fois qu'on articule les problèmes entre eux, on voit bien que ça ne marche pas, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste prendre un petit peu de recul et se rendre compte que nous n'avons pas de levier direct pour le climat. On n'en a pas. Et c'est une excellente nouvelle. Heureusement que, individuellement, nous n'avons pas de levier direct pour le climat. Imaginez que Poutine ou Trump aient un levier direct pour le climat. Ce serait une catastrophe. Donc, si on prend un peu plus de recul, faut juste identifier par quoi il faut commencer, en fait. Et donc, il faut juste faire un petit constat et se rendre compte que notre performance fait un burn-out sur Terre. Donc, on est en train de dézinguer le vivant sur Terre. C'est ça qui se passe. C'est notre performance qui cause la fin du vivant. Donc, le premier levier pour tout inverser, ce n'est pas le climat, de très loin, c'est la biodiversité. La biodiversité, la biodiversité, la biodiversité. C'est le vivant. Il faut remettre du vivant sur Terre. C'est fou, C'est vraiment d'une simplicité. Pour moi, c'est tellement trivial que je ne comprends pas pourquoi j'ai encore besoin d'en parler. Mais quand vous faites de la biodiversité, alors ce qu'il y a de très joyeux là-dedans, c'est que c'est souvent des solutions qui coûtent beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus joyeux. On peut faire de la pédagogie avec ça, plein de projets dans tous les sens. On peut le faire à toutes les échelles, sur son balcon, dans son jardin, dans les champs. Le premier levier pour avoir un effet massif sur Terre, évidemment que c'est par l'agriculture et la foresterie. Et donc si on transforme l'agriculture intensive en agroécologie, donc pensez son agrosystème comme un écosystème basé sur de la biodiversité qui remplace les dépendances pour les engrais lointains. Alors, inutile de dire que le détroit d'Ormuz va nous faire accélérer vers l'agroécologie, parce qu'on va avoir une crise des engrais cet été qui va être majeure. Donc évidemment ça va valoriser ce modèle-là. Voilà, quand on fait tout ça, qu'est-ce qui se passe? Si vous remettez de la biodiversité dans les territoires, vous allez stimuler la microflore, la microfaune des sols, donc vous allez dépolluer les territoires. Donc je réponds à la question des pollutions. Je vais remettre de la biomasse, nous allons remettre de la biomasse dans les sols. Les sols sont très minéralisés, évidemment. Donc là, si on remet de la biomasse dans les sols pour nourrir toute cette symbiose, etc., ça, c'est autant de carbone qui sort de l'atmosphère pour aller dans les sols, quoi. Donc on va résoudre le problème du climat indirectement. Un très bon bouquin là-dessus, c'est Pierre Gilbert, Géomimétisme, avec des centaines de solutions basées sur la biodiversité pour résoudre les problèmes du climat. Et là, on fait une phrase dans le bon sens. On commence par la biodiversité, ça résout le climat.
Et puis si on fait de l'agroforesterie, qui au passage, c'est le modèle agricole français, européen, à part l'Espagne à peu près. Mais si on enlevait les humains sur Terre, l'Europe, ce serait une forêt. Le modèle agricole européen, c'est une savane qu'on a copiée du croissant fertile il y a des milliers d'années. C'est une erreur. On a fait une erreur il y a des milliers d'années. Mais maintenant, il est temps de la corriger. Il faut mettre des arbres au-dessus des cultures, évidemment. Donc l'agroforesterie, ça veut dire qu'on va mettre des arbres pour protéger des intempéries, maintenir l'hygrométrie, stimuler les symbioses. Ça, évidemment qu'il y aura beaucoup plus d'arbres. Faites bien des photos quand vous voyez des champs de colza, des champs de blé là, sans arbres. Ça, c'est fini. C'est comme voir un fumeur dans un avion. Oui, on n'en voit plus. Voilà, faites bien des photos parce qu'il faudra quand même témoigner pour les générations futures. Parce que ça, on faisait ça à l'époque, c'était débile, quoi. Bon, voilà. Donc, quand on met des arbres au-dessus des cultures, alors tout ça, ça apporte tous ces services écosystémiques, mais ça produit beaucoup plus de biomasse par mètre carré dans les champs. Et avec cette biomasse, donc on nourrit les écosystèmes. Le reliquat, c'est les aliments pour les humains. Et le reliquat du reliquat, c'est les biomatériaux biosourcés, biodégradables, compostables, qui vont remplacer le pétrole et les métaux. Et donc c'est là que les chimistes, à mon avis, ont un levier énorme. C'est un boulevard. Ça, c'est de la production locale. Une fois qu'on fait de la bioéconomie circulaire basée sur du carbone vert, pour le dire un peu rapidement, on ne dépend plus du Moyen-Orient. On n'a plus besoin d'envahir le Groenland. Oui, on n'est plus du tout dans cette logique-là, quoi. Donc on est vraiment dans autre chose. C'est une question de souveraineté. Ouais. Bon, après, c'est complexe. Je le dis un peu trop rapidement là. Mais vous voyez, en fait, quand on commence par la biodiversité, en fait, c'est positif pour les trois autres. Quand même, je le dis comme ça rapidement. Donc là, on a fait une phrase. On commence par la biodiversité, on résout les autres problèmes. Je vais vous faire une autre phrase simple. La sobriété. La sobriété, on est d'accord qu'il va falloir être sobre parce que nous avons dépassé les limites planétaires. Donc évidemment, il faut qu'on ait moins d'impact. Mais si on commence par la sobriété sans questionner le culte pour la performance, on fait des avions sobres. Sobres en kérosène, notamment. Quand on fait ça, vous me voyez venir à 3 km, c'est effet rebond, low cost, surtourisme, transport de l'ultra fast fashion en avion cargo. Il faut bien réaliser que l'ultra fast fashion transportée par avion, elle existe parce que les avions sont sobres en kérosène. Les avions des années 60 qui consommaient beaucoup de kérosène interdisaient l'ultra fast fashion. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut quand même se rendre compte. En fait, ça, c'est le truc le plus horrible, c'est qu'on commence par de la sobriété et ça génère de l'ébriété. Alors, c'est vrai pour les avions, mais c'est vrai pour les voitures, les écrans plats, tout ce qui est en format familial au supermarché, tout ça, ça pousse à la surconsommation. Donc, en fait, non. Alors, la sobriété, il ne faut pas la mettre à la poubelle, il faut juste la mettre à la bonne place dans la phrase. Vous savez, sujet, verbe, complément. On a tendance à mettre la sobriété comme un sujet, comme une contrainte d'entrée. Quand on met la sobriété comme une contrainte d'entrée, soit on braque tout le monde, personne ne va y aller, et ceux qui y vont restent dans la performance et donc génèrent des effets rebonds et ça génère de l'ébriété. Donc la sobriété, il ne faut pas que ce soit la contrainte d'entrée, il faut que ce soit le produit de sortie. Il faut créer les conditions qui génèrent de la sobriété. Vous voyez, on inverse la phrase. Alors c'est quoi ces conditions qui génèrent de la sobriété ? Alors, il y en a plein qui sont possibles, mais une qui est simple, c'est de faire des objets réparables. Des objets réparables, ils ne sont pas sobres à la fabrication. Ils consomment plus de ressources, sont plus gros. Vous avez les vignerons OE à Beaujolais, dans le Beaujolais là, qui font des bouteilles consignées. Les bouteilles consignées, elles sont plus lourdes. Voilà. Mais sauf que quand vous faites ça, c'est des bouteilles qui reviennent, les objets réparables ils reviennent, en fait ça dure, on les transmet, ça génère de la sobriété. Ça, c'est des conditions qui génèrent de la sobriété. Et là, on a fait une phrase. Là c'est bon. Là, on vit dans le monde fluctuant. Quoi. Bon, ça, c'est mon deuxième point. Donc oui, finalement, je n'ai pas grand-chose à vous dire. C'est les bons mots, les bons ordres de grandeur. Faites des phrases, articulez les choses entre elles. Et le troisième point, c'est le monde fluctuant. Donc je retombe sur mes pattes. Ce monde suroptimisé qui devient très fluctuant, c'est nous qui l'avons créé. Nous avons créé un château de cartes qui est en train de s'effondrer, qui est en train de se casser de tous les côtés. Donc évidemment que ça fluctue de plus en plus, parce qu'on a fragilisé tous les tampons planétaires. Donc la question qu'il faut se poser au XXIe siècle, c'est celle-là. En tout cas, la première question à se poser, c'est celle-là. Comment habiter le monde fluctuant ? Et vous voyez, là, je ne fais qu'endosser le fait scientifique. C'est que si vous lisez tous les rapports scientifiques sur la question socio-écologique, ce qu'il y a en premier et en commun dans tous ces rapports, c'est que ça va tanguer de plus en plus fort et qu'on en prend pour longtemps. C'est structurel. On a tellement tout déréglé que ça va tanguer. On est un peu comme sur un bateau dans une tempête et le capitaine nous dit que les tempêtes vont augmenter en intensité et en fréquence. Donc ça, c'est une question révolutionnaire.
Encore une fois, parce que nous héritons d'une culture, d'une idéologie du monde stable. On a été branché sur du pétrole abondant pendant des années et on pense que le monde est stable et qu'on a un énorme filet de sécurité qui est l'abondance de ressources. On quitte ce monde-là. C'est terminé. Tous nos systèmes ont été construits là-dessus. Donc ça, c'est révolutionnaire. Comment habiter le monde fluctuant? Et c'est un peu flippant aussi, parce qu'on se dit, oui, la tempête, merci, quoi. Alors, ce qui est très rassurant, c'est cet arbre. Parce que les arbres et les êtres vivants en général vivent avec les fluctuations. Et ils vivent avec les fluctuations depuis des millions d'années. Donc ouais, c'est pas comme si c'était une nouveauté. Hein, et les fluctuations qu'ils ont traversées sont bien plus importantes que celles qu'on va vivre au XXIe siècle. Hein. Donc comment font-ils? Voilà. C'est quoi le secret? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions à prendre chez les êtres vivants pour habiter ce monde fluctuant? Alors ça tient en un mot. Et ce mot, c'est la robustesse, celui que je matraque du matin au soir sur la route. Alors la robustesse, donc voilà, les êtres vivants sont robustes. Alors c'est quoi un système robuste? Un système robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Ça, c'est la définition dynamique de la robustesse. La robustesse, hein, ça vient du latin quercus robur, le chêne. C'est pour ça que je prends l'arbre comme un exemple, parce que c'est très simple. Un arbre, hein, c'est stable dans le vent, mais ça résiste aussi aux gelées hivernales, aux sécheresses estivales. Donc, ça a un espace de viabilité énorme. Ça, c'est robuste. Ouais, donc c'est ça, c'est la robustesse. Alors, juste quand même, petite digression sémantique. Si vous allez dans le dictionnaire et que vous cherchez un synonyme à robustesse, vous allez tomber sur le mot solidité. Alors ça, c'est quoi ça? Eh bien ça, c'est l'idéologie du monde stable qui est venue polluer votre dictionnaire. C'est vraiment hallucinant. C'est que les mots, l'écriture, elle a été inventée il y a 5000 ans, dans un monde stable, de stabilité climatique. Donc les mots ont été pollués par l'idéologie du monde stable. Alors si vous prenez les mots du management, alors là c'est carrément pire, parce que là c'est depuis les années 50, grosso modo. Alors là c'est piloter, KPI, objectif, productivité, tout ça c'est que des mots qui font l'hypothèse du monde stable. Hein. C'est vraiment assez dingue. Donc solidité, voilà, ça c'est encore un mot qui fait l'hypothèse du monde stable. C'est la définition statique de la robustesse. Le monde stable n'existe pas. Hein. Les planètes tournent, le sang tourne, voilà, tout tourne. Hein. Donc ça n'existe pas, hein, le monde stable. Donc là, on va rentrer dans un... Le monde a toujours été instable, mais le niveau d'instabilité va augmenter. Donc il est temps vraiment de dérailler de cette idéologie du monde stable. Voilà, je ferme ma parenthèse, mais donc la robustesse, hein, c'est stable et viable malgré les fluctuations. Alors comment font-ils, ces êtres vivants, pour être aussi robustes? Alors il faut que... Voilà, c'est marqué dans le titre. Hein, les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Voilà. Donc c'est là qu'il y a un petit angle, une petite friction avec notre culture de la performance, à nous les humains. Alors je vais nuancer quand même, hein, parce que nous les biologistes, on a raconté quand même des bêtises pendant des années. On a raconté que ce qui était extraordinaire dans le vivant, c'était sa performance. Je vous renvoie au biomimétisme des années 80. Bon, bah là, on copiait les performances du vivant pour augmenter la performance des technologies humaines. Bon, alors c'est là qu'il faut que je fasse un peu de ménage sur mon paillasson de biologiste. Hein. Donc, si vous regardez, il y a des moments de performance hein, dans le vivant. Hein. C'est aussi pour ça. Il y a des moments, mais c'est comme le pompier dans l'incendie. C'est des moments courts. La lionne qui chasse la gazelle, c'est un moment de performance. Ce sera le chemin le plus court. Hein. Oui, c'est de la performance, c'est optimisé. Mais si vous faites un documentaire animalier sur les lions, vous allez vous rendre compte qu'un lion, hein, ça dort entre 16 et 20 heures tous les jours. Donc c'est quand même très ennuyeux de faire des documentaires sur les lions. Hein. Et sur les animaux en général, hein, ça reste très statique hein, quand même. Donc voilà, en fait, ça dit énormément. Vous voyez, quand les biologistes mettaient le spot sur le moment de performance du vivant, ça dit énormément de notre obsession pour la performance, ça ne dit rien du vivant. Et ça, il faut bien le comprendre. Hein. C'est de l'endoctrinement. C'est une dérive sectaire de la performance. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, si je vous le dis d'une autre façon, hein, le délire actuel, c'est qu'on est en burn-out et ce qu'on veut faire, c'est augmenter les performances. Vous voyez le délire? Si vous rencontrez quelqu'un qui est en burn-out, vous n'allez pas lui dire « Allez, fais un effort ». Oui, bah c'est ce qu'on fait nous. Hein. On demande ça aux humains, aux écosystèmes, aux services publics, c'est la totale. Quoi. Bon, alors je reviens à ma biologie. Donc voilà, les biologistes, on s'est quand même bien plantés. Pendant des années, on a raconté cette histoire-là, que le vivant était très performant et qu'il fallait le copier. C'est l'hydrodynamisme incroyable de l'écaille de requin. Quoi. Voilà, on va dire, ah ouais, l'écaille de requin, c'est un modèle d'hydrodynamisme. Alors moi, je vous invite à regarder le requin
derrière son écaille. Oui, si vous regardez le métabolisme du requin, la respiration du requin, le réseau de neurones du requin dans son cerveau, eh ben vous allez tomber là-dessus. Donc ça, c'est depuis, on va dire, une trentaine d'années que les biologistes ont des approches plus systémiques, plus intégratives. Et ben, ce qu'on trouve en premier quand on dissèque du vivant, quand on dissèque les réseaux du vivant, on tombe là-dessus. Inefficacité, hétérogénéité, incertitude, lenteur, redondance, incohérence, inachèvement, erreur, imprécision, etc. Ce sont des contre-performances. Ce qui est sélectionné au cours de l'évolution darwinienne, ce sont des contre-performances. De très loin. De très très loin. Parce que ça, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute des marges de manœuvre, du jeu dans les rouages, et c'est ça qui permet d'être robuste. Ça permet d'absorber les chocs, d'augmenter l'espace de viabilité. Alors, une fois que vous l'avez vu, ça, vous ne pouvez plus ne plus le voir. Donc, par exemple, si je reviens sur mon arbre, comptez le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, le nombre de bourgeons, le nombre de branches, le nombre de racines. Les arbres sont très redondants, très, 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 très redondants. Regardez votre corps, le nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons, le nombre de villosités dans l'intestin, le nombre de globules rouges dans le sang, etc. Tout est comme ça, quoi. Le vivant est non performant, il est très peu performant. Il y a des courts moments de performance. Mais l'essentiel, c'est de la robustesse. Parce qu'il faut vivre avec les fluctuations. Et donc, il faut beaucoup de marge de manœuvre. Alors, je vais quand même vous donner mon exemple que j'utilise tout le temps. C'est la température corporelle. C'est l'exemple que je prends tout le temps. 37 degrés, température de croisière. Et puis, si vous attrapez un virus un peu virulent, vous allez monter en température. C'est la fièvre, 40 degrés. Alors, moi, si je mesure l'activité métabolique de vos enzymes... Alors je suis à peu près sûr que tout le monde a fait de la catalyse ici, donc c'est pratique. Donc catalyse enzymatique, à 37 degrés, vos enzymes, votre système immunitaire est en mode veilleuse. Ce n'est pas très performant. Votre corps, votre système immunitaire n'est pas très performant à 37 degrés. Et d'ailleurs, vous le savez bien, parce qu'à 37 degrés, les bactéries, les virus, tout rentre. Hein, c'est open bar. Hein. Donc manifestement, ça ne marche pas très bien. À 40 degrés, par contre, là, manifestement, il y a un virus qui est un peu coriace. Là, ça a déclenché une inflammation, la fièvre. Et là, quand vous augmentez la température, et là aussi, je ne vous apprends rien, vous allez augmenter les activités enzymatiques. Et il y a certaines enzymes qui n'étaient pas là à 37 degrés. Donc, ça va faire aussi des effets de cascade. Donc, c'est vraiment un autre corps, un autre système immunitaire que vous avez à 40 degrés. À 40 degrés, vous avez un système immunitaire très performant. Mais à 40 degrés, ce qui est un peu contre-intuitif quand je dis ça, c'est que nous, individuellement, à 40 degrés, on n'est pas très performant en tant qu'être humain. Bon, on est au fond de son lit, quoi. Pourquoi on n'est pas très performant à 40 degrés? Parce qu'on fait un burn-out moléculaire. Nos enzymes qui tournent tellement vite s'épuisent, elles se dénaturent. Donc on ne peut pas rester à 40 degrés très longtemps. Hein. C'est 3 jours maximum en continu. Après, on meurt. Donc il faut revenir à 37 degrés. Donc là, vous voyez très bien où est le curseur entre robustesse et performance. Avec cet exemple-là, vous voyez bien que dans votre vie, vous allez passer l'essentiel de votre vie à 37 degrés, qui est le mode dégradé. Alors nous, on appelle ça le mode dégradé parce qu'on est obnubilé par le maximum de performance, mais le mode dégradé, c'est le mode robuste. Et vous allez passer quelques jours dans votre vie, et je vous invite à compter le nombre de jours que vous allez passer dans toute votre vie à 40 degrés. Vous allez voir, c'est vraiment pas grand-chose. Ça, c'est quelques jours en mode performant. Performant, donc fragile. Et j'insiste sur le donc, parce qu'à 40 degrés, il ne faut pas se prendre une surinfection. Là, vous n'avez plus beaucoup de marge de manœuvre. Donc vous allez en général direct à l'hôpital. Oui, c'est performant, donc fragile. C'est ça le truc. Il faut réaliser ça. Plus on augmente les performances, plus on se fragilise. Et donc vous voyez, c'est le curseur, où est-ce qu'il est, clairement du côté de la robustesse, juste avec cet exemple-là. Et donc ça, vous pouvez l'activer dans vos activités de tous les jours. Quand vous planifiez les vacances, est-ce que vous êtes à 35 degrés ou est-ce que vous êtes à 40 degrés? Bon, à mon avis, on est souvent à 40 degrés parce qu'on veut optimiser même les vacances. Alors, ça, c'est ce que nous dit la biologie. Ouais, les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Et nous, les sociétés humaines, on a fait exactement le contraire. On a décidé en conscience d'être performants avant d'être robustes. Et c'est pour ça que ça craque de tous les côtés. Alors, c'est très tentant de basculer du monde biologique vers le monde social et de se dire, voilà, cette règle-là, on va pouvoir l'appliquer au monde social. Alors, en général, quand un biologiste dit ça, il y a une sorte de gyrophare qui sort dans la pièce. Attention, un biologiste qui va organiser la société,
On a déjà vu ce que ça donnait dans le passé. Là aussi, les biologistes, on a un passif quand même assez compliqué, nous les biologistes. Donc l'eugénisme, le darwinisme social, tout ça quand même, c'était fondé sur du fait biologique. Donc voilà, on a aussi un passif compliqué. Alors je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même, sans aucune hésitation. Mais alors vraiment sans aucune hésitation, parce que en fait, ce compromis entre performance et robustesse, ce n'est pas une exclusivité du vivant, c'est une loi universelle. C'est aussi universel que la loi de la gravité. C'est juste qu'on l'a oublié. Si vous avez la loi de la gravité, si je prends ce micro-là, si j'écarte mes doigts, tout le monde est capable de dire ce qui va se passer. Le micro va tomber. C'est que la gravité, on l'a compris très tôt. Un enfant de 1 an connaît déjà la loi de la gravité. Il tombe souvent, donc il pratique. Bon, nous, le compromis performance-robustesse, on le connaît très mal. Très très mal. C'est qu'en fait, on a été tellement endoctriné par une performance nécessairement positive qu'on a oublié la contrepartie robustesse. Et encore une fois, je vous invite à regarder la mondialisation, qui est une caricature de système optimisé hyper fragile. Et donc ça veut dire que c'est vraiment général, c'est très très général. Donc alors, je vais quand même vous le démontrer. Si vous imaginez que je suis un linguiste, donc voilà, le biologiste sort et on va appeler un linguiste. Est-ce que le linguiste vous raconterait la même chose ? Bien sûr que si, qu'un linguiste vous dirait la même chose. Un linguiste vous dirait que le langage est robuste parce qu'il n'est pas performant. C'est pareil. C'est que, en fait, si je parlais parfaitement, il n'y aurait plus d'incompréhension, donc il n'y aurait plus de dialogue, donc il n'y aurait plus de langage. Ce qui fait qu'il y a encore du langage aujourd'hui, qu'on se parle là, c'est que le langage est imparfait. Et si vous allez dans le dictionnaire, vous allez trouver toutes ces contre-performances. Des synonymes, oui, ça c'est des redondances, de la polysémie. En France, dans le dictionnaire français, chaque mot a en moyenne 5 sens différents. Ça c'est de l'hétérogénéité. Il y a des faux amis aussi, des mots qui veulent dire tout et son contraire. Ça c'est des incohérences. C'est la même chose. Ce sont des contre-performances qui nourrissent la robustesse du langage. Oui, le linguiste dirait la même chose, c'est une loi universelle. Je vous donne un autre exemple, peut-être plus proche de vous. Un ingénieur qui ferait des avions. Alors, je prends l'avion parce qu'il va aller dans les turbulences, l'avion. Donc l'avion, c'est typiquement l'objet qui doit vivre avec les fluctuations. Quand on fait un avion de ligne, on ne fait jamais voler un avion à 100% de ses capacités. Un avion vole à 50% de ses capacités. On garde beaucoup de marge de manœuvre. Et puis dans l'avion, on va mettre 3 systèmes autopilotes, 3 technologies différentes, sur 3 circuits électriques différents. Il y a 1 km de câble électrique par passager dans un avion de ligne, ce qui est énorme. On met tout ça en double, du côté droit et du côté gauche, parce qu'il faut encore atterrir si on a cramé le côté droit. Oui. Donc ça, c'est de la robustesse avant la performance. Les avions ne sont pas performants, ils sont d'abord robustes, parce qu'ils vont vivre dans les turbulences. Vous voyez, un ingénieur, une ingénieure, il n'y a aucune question. Quand on doit construire des choses qui vivent dans les fluctuations, on donne le primat à la robustesse sur la performance. Et ça, c'est vrai, un astrophysicien vous dirait la même chose, ça c'est vraiment une loi universelle. Donc une fois qu'on a compris ça, il n'y a vraiment aucune barrière à appliquer cette loi-là, c'est juste que le vivant l'incarne, cette loi du vivant. Parce qu'il n'y a pas le choix depuis des millions d'années. Évidemment, quand on traverse ces fluctuations, on donne le primat à la robustesse sur la performance. Justement, ça nous arrive, le monde fluctuant nous tombe dessus, et de belle manière, donc il va falloir l'appliquer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Alors, avec cette courbe là, qui est un peu simpliste et simplifiée, mais qui permet de fixer les idées, ce qui nous arrive là en 2026, ce n'est pas une crise géopolitique, ce n'est pas une crise sociale, ce n'est pas une crise économique, ce n'est pas une crise écologique. Au premier ordre, c'est une crise culturelle. Nous sommes en train de changer de culture. Alors la bonne nouvelle, c'est que changer de culture, ça coûte rien. Financièrement, c'est 0. Le blocage, il est mental. C'est purement psychologique. Alors, je vais prendre un mot qui est bien pratique pour le déminer, ça, c'est le mot progrès. Le progrès, ça fait très longtemps que le progrès, on pense qu'il est guidé par des gains de performance. Le « on » est un peu général, c'est évidemment pas toutes les sociétés très hétérogènes, etc. Mais en gros, et là vraiment je fais du très grosso modo, quand on a au néolithique, néolithique d'ailleurs, c'est l'âge de la pierre polie, c'est déjà de l'optimisation de la taille de la pierre, c'est déjà de la performance, mais le néolithique c'est surtout le moment où on invente l'agriculture, la domestication, la sédentarisation, donc c'est très hétérogène, il y a des on et des off, mais grosso modo c'est un moment où on va augmenter la performance des animaux,
des cultures, hein, on fait grossir les plantes, etc. Et puis ça ne s'est pas arrêté depuis. Hein. Une fois qu'on a sécurisé la prise alimentaire, après on est parti dans cette boucle de la performance. Donc c'est les plantations, la colonisation à la Renaissance, après c'est la mécanisation au XIXe siècle, la grande accélération depuis les années 50 hein, avec le pétrole. Voilà, ça c'est un monde où le progrès est guidé par la performance. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'était une flèche du progrès guidée par la performance. Et bien aujourd'hui, on se rend compte que cette flèche du progrès, c'est une courbe en cloche. Ce n'est pas une flèche. C'est qu'en fait, quand on augmente la performance, on menace la viabilité des humains sur Terre. C'est le burn-out. Donc, en fait, si je vous le dis tout simplement, hein, si on continue à augmenter la performance, on va vraiment cramer le vivant sur Terre. Donc, ce ne sera plus habitable pour les humains. Donc, ce n'est plus un progrès de l'humanité. Donc, le futur du progrès ne sera pas guidé par les gains de performance. C'est physiquement impossible. Si on continue à augmenter les performances, il n'y a plus d'humains sur Terre. Donc ce n'est plus un progrès de l'humanité. Donc c'est très simple. Ce qui va se passer, c'est plutôt ça. Je ne suis pas devin, hein. On n'a pas de choix là. Hein. On va basculer vers un progrès qui va être guidé par la robustesse. Parce que les fluctuations vont augmenter. Si vous voulez, c'est le mot juste. Quand ça fluctue, il faut être plus robuste. Si vous êtes dans un bateau sur une tempête, il faut espérer que le bateau est robuste. Et s'il n'est pas assez robuste, vous allez l'enrobuster, votre bateau. Hein. Donc c'est un basculement fondamental, ça c'est la réponse, en fait c'est la fin du néolithique, voilà, pour le dire un peu brutalement. Le néolithique c'est quand les humains veulent contrôler la nature. Et bien aujourd'hui nous avons réalisé que nous avons perdu le contrôle. Il va falloir vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Si vous voulez, c'est ce que disait Denis Meadows quand il est venu ici à Lyon hein, en 2022. Nous nous préoccupons des changements globaux, les changements globaux ne se préoccupent pas de nous. Ça nous tombe dessus, hein, donc il va falloir vivre avec ce monde fluctuant. Ça, c'est le monde de la robustesse. Si je vous le dis avec une image, hein, si vous êtes un musicien classique, un peu perfectionniste, vous allez être très performant pour travailler votre partition, et vous êtes sur le progrès performance. Quoi, hein. Sauf que s'il y a une bourrasque de vent et que la partition s'envole, ça casse, très fragile. Au contraire, si vous êtes sur la courbe de la robustesse, là on va dire que vous êtes une jazzwoman qui fait du free jazz, improvisation libre. Alors là, il ne peut rien vous arriver. Hein. C'est que s'il y a un pompier qui passe à côté de la salle de concert en faisant un barouf incroyable, vous allez jouer avec. Donc le pimpon du pompier, ça va vous inspirer. Si votre voisin saxophoniste fait un fa dièse qui est complètement à côté de la plaque, ça va nourrir l'intention. Si votre clarinette se casse, vous allez la transformer en tambour. Oui, ça, c'est de la robustesse. Oui, en fait, on n'est plus du tout dans la gestion des risques. On réenchante le risque. On se construit dessus. Au passage, hein, c'est beaucoup plus joyeux. Hein. Vous voyez, le monde de la performance, c'est un monde où on flippe. Parce que le risque fait peur quand on a tout suroptimisé. Quand on a construit un monde sur des fluctuations, le risque ne fait plus peur. Le risque, en fait, c'est des fluctuations qui nourrissent l'innovation. Ouais, c'est complètement différent. Hein. Donc, ouais, et juste le point important hein, sur ce petit graphe trop simpliste, hein, c'est que voyez, performance et robustesse sont sur deux axes différents. On ne peut pas être très performant et très robuste. Ça, c'est physiquement impossible. Si vous êtes très performant, vous êtes très optimisé, très expert, très spécialisé, très adapté, vous êtes enferré dans une voie étroite, et donc vous êtes peu adaptable. Si vous êtes très robuste, c'est l'inverse. Vous diversifiez, vous explorez, vous expérimentez, vous êtes très adaptable, et donc vous n'êtes jamais vraiment adapté. Oui, le truc, hein, c'est... Bon, alors voilà, donc ça c'est ce que nous dit, finalement, là je fais encore une fois, endosser le fait scientifique. Hein, le monde devient plus fluctuant, donc il faut être plus robuste. Pour être plus robuste, il faut que la performance passe au second plan. Si vous voulez, c'est pas tout de dire on rentre en polycrise, il faut surtout dire on quitte l'idéologie du monde stable et tout ce qui va avec, la performance. Alors comment on fait pour basculer? Parce que évidemment, ça ne vous a pas échappé que là, on a quand même des beaux exemples d'ultra performants endoctrinés, hein, les Trump, les Poutine, les Netanyahou, les Zuckerberg, les Elon Musk. Ça, c'est toute la galaxie, hein, qui se ressemble beaucoup d'ailleurs, hein, qui nous propose de continuer sur la voie de la performance. Hein, et donc, comment on fait pour basculer alors qu'on a l'argent, le pouvoir, tout ça qui est du côté des ultra performants? Comment on peut imaginer qu'on bascule, on change de civilisation? Alors, les êtres vivants sont très inspirants, décidément, parce que non seulement ils incarnent le compromis performance-robustesse, mais ils nous proposent aussi des images, on va dire, des métaphores pour une transformation non violente. Alors, l'exemple de la transformation non violente ici, qui est parfaite pour ça, c'est les nuées d'oiseaux. Ça, c'est l'exemple typique d'une structure, d'un système qui se transforme sans faire de casse.
Oui, les oiseaux ne tombent pas, hein. Et pourtant, c'est des gros changements, hein. Ça tourne à droite, ça tourne à gauche, ça change de forme. Donc comment font-ils, ces oiseaux? Comment font-elles, ces nuées d'oiseaux, pour se transformer? Alors c'est très simple, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont les premiers à être exposés aux fluctuations du monde. C'est les premiers à voir le prédateur, à voir l'autre nuée d'oiseaux, à voir la bourrasque de vent, quoi. En fait, ils vont se synchroniser en périphérie et ils vont contaminer le cœur du système. Donc c'est toujours centripète, quoi, hein. Ça commence par la périphérie et ça contamine le cœur du système. Donc ça, c'est vrai pour une nuée d'oiseaux, c'est vrai pour un banc de poissons, c'est vrai pour les systèmes sociobiologiques en général, et c'est vrai pour énormément de systèmes sociaux humains aussi. La chute des empires en général, la Révolution française, enfin, voilà, c'est en général la périphérie qui démarre et qui fait basculer le système. Alors ça veut dire une chose, c'est que si vous voulez voir le monde basculer de la performance vers la robustesse, ne passez pas trop de temps sur les chaînes d'infos continues. Parce que là, on vous raconte le monde de la performance. Oui, en fait, et puis regardez, hein, les rêves des ultra-performants, hein, je le disais tout à l'heure au café, là, donc Elon Musk qui veut aller sur Mars, c'est une planète morte. Zuckerberg, il fait un bunker à Hawaï, c'est un tombeau. Sam Altman, il veut que son cerveau aille dans une machine. En fait, ils veulent tous mourir, hein. Ce sont que des projets de mort, ce sont des projets nihilistes. Ils ont tous des projets de mort. Ils sont tous activés par le projet de mort. C'est vraiment le burn-out poussé jusqu'au bout. Donc ça va. Là, on les laisse encore un peu parler, mais ça ne va pas nous exciter trop longtemps, hein, la pulsion de mort, hein. Donc en fait, moi, je vous invite plutôt à regarder ce qui se passe dans les marges. Donc les collectifs de citoyens, les associations, les territoires, les entreprises qui sont déjà dans les fluctuations et qui sont déjà en train d'inventer des systèmes robustes. Et alors, ce qui est extraordinaire quand on fait ça, eh ben, c'est qu'on se rend compte que le monde de la robustesse, ce n'est pas une fiction lointaine, ce n'est pas une utopie pour 2050 ou pour 2100. Il est déjà là, le monde robuste. Et si on doit donner une date, et ça mériterait vraiment un travail universitaire là-dessus, hein, mais si on doit donner un début de cette massification du monde robuste, pour moi, c'est 2008. À un moment donné, 2008 ça va rester comme une date importante dans ce qui nous arrive. Parce qu'en 2008, bon, c'est la crise financière, qui a été à peu près aussi importante que la Grande Dépression de 1929. Hein. C'est juste qu'on a pris beaucoup d'aspirine, donc on ne l'a pas trop vu, mais ça a été une crise majeure. Et en 2008, c'est aussi l'année où on aurait passé le pic de pétrole conventionnel. Donc depuis 2008, alors pour voir beaucoup d'entreprises, je peux vous dire que ça craque, c'est depuis cette année-là qu'on n'y arrive plus, hein, que les logiciels, on fait des projections mais on ne les atteint jamais, quoi. Alors voilà, bon, c'est une hypothèse, ça serait vraiment à vérifier, mais en tout cas, si on regarde le monde robuste, avant, on va dire avant 2010, bah, c'était des petits projets très périphériques, très lointains, pas très engageants, trop radicaux, quoi. La sobriété heureuse de Pierre Rabhi, des choses comme ça, quoi, vraiment trop loin. Et bah depuis entre 2010 et 2020, c'est là qu'on voit se massifier les projets robustes dans les territoires. C'est vraiment la décennie du basculement pour moi. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la collapsologie, hein, c'est dans cette période-là, en fait, on parle d'un futur effondrement alors qu'on est en train de le vivre, hein. C'est assez incroyable, hein. C'est comme disait Jean Baudrillard, hein, la science-fiction n'existe pas. Quand on commence à faire de la science-fiction, ça veut dire qu'en fait, on le vit déjà, hein. Je vous renvoie à Black Mirror, voilà, c'est du présent, en fait, hein. Alors bon, qu'est-ce qu'on voit dans ce monde robuste? Alors, il y a plein de choses super enthousiasmantes. Donc, on voit qu'on bascule de l'agriculture intensive vers l'agroécologie. Ça, c'est la version robuste de l'agriculture. Alors, oui, je le dis comme ça, là. Vous allez me dire, oui, mais on est en plein backlash écologique, la loi du plomb, on n'a pas vraiment l'impression que ça prend, hein. Alors, c'est des petites oscillations, mais en fait, non, ça prend, hein. Ça fait 20 ans, enfin, les 20 dernières années, en Europe, les surfaces agricoles en agroécologie augmentent chaque année. C'est inéluctable. Un petit paysan qui démarre aujourd'hui ne peut plus démarrer en agriculture intensive. Et avec le détroit d'Ormuz, je peux vous garantir que c'est vraiment terminé. Vraiment terminé. Mais même sans ça, hein, le phosphate marocain, voilà, il reste une quinzaine d'années, hein, avant que ce soit compliqué, quoi. Qu'on commence à passer le pic de phosphate, sans parler du cadmium qui est dedans, enfin, qu'on fasse des régulations. Enfin, vous voyez, et en faisant l'hypothèse de la paix mondiale. Oui, c'est 15 ans en faisant toutes ces hypothèses qui sont quand même très fortes. Oui, donc c'est vraiment... En fait, c'est une agriculture qui est zombie. Alors, elle est toujours là, hein, bien sûr, hein. Ceux qui sont au cœur du système, Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, il n'a aucune raison de changer. Il gagne des millions avec l'ancien système, il ne va pas changer. Mais par contre, ce qui se passe à la marge, ça se massifie, quoi. Donc ça, c'est des exemples. Et c'est vraiment entre 2010 et 2020 hein, qu'on a vu que ça a vraiment décollé, quoi. Les modèles économiques aussi, ce qu'on voit, c'est en fait, on est en train de quitter une économie de la production qui dépend d'une abondance matérielle.
En gros, du pétrole abondant, pour le dire rapidement. Quand on n'est plus dans ce monde-là, quand il y a des pénuries chroniques de ressources, de tout type, avec des effets cascades, on ne peut plus faire une économie de la production. Donc on fait une économie de l'usage, une économie de la fonctionnalité. C'est qu'on produit moins, mais on fait des objets réparables, réemployables, adaptables dans le territoire. Alors ça, c'est un truc qui est en train de se développer très fort aussi. Donc le tout réparable, il faut juste le regarder autour de vous. Le tout réparable, il y a 20 ans, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Mais c'est même des banques, j'ai rencontré des banques qui réparent leurs scanners avec un Fab Lab du coin. Des banquiers qui font de la réparation. Ça, c'était impossible il y a 20 ans. Ils balançaient le scanner. Maintenant, ils le réparent. Bon, c'est totalement anecdotique, mais c'est juste pour le dire, les signaux faibles d'un monde qui bascule. Mais l'économie d'usage, c'est encore plus chouette, c'est l'économie de la fonctionnalité. Vous savez, c'est le fameux exemple de la perceuse qu'on utilise 12 minutes dans toute sa vie de perceuse, donc on peut la partager, la perceuse. Quand on fait ça, non seulement c'est une question de souveraineté, parce qu'évidemment on a les objets dans le territoire, mais c'est aussi une question de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est sur le top list des Français. Le pouvoir d'achat, il faut vraiment avoir un pouvoir d'achat. Et donc, comment on résout ce problème-là, en général, en distribuant des allocations, des subventions, ou je ne sais pas quoi. Quand on fait ça, en fait, on maintient l'économie de la production, l'économie du jetable, l'ultra fast fashion, les magasins actions, et tout ce vieux monde. Alors, comment on résout le problème du pouvoir d'achat ? On crée les conditions dans lesquelles les citoyens n'ont plus besoin d'acheter. C'est comme ça qu'on résout le problème du pouvoir d'achat. Donc, si on fait des objets partageables, les objets tech, l'entreprise de l'ESS, les biens en commun, vous mettez la perceuse, alors très haut de gamme, évidemment, parce que c'est une perceuse qui va être partagée, donc c'est de la super perceuse très haut de gamme, dans des petits casiers, et vous payez 1 € pour avoir accès à du haut de gamme. Le haut de gamme est accessible au prix le plus bas. C'est comme ça qu'on résout le problème du pouvoir d'achat, au premier ordre. Évidemment, il faut se placer dans les conditions dans lesquelles on n'a plus besoin d'acheter. Et là, on vit avec les fluctuations. Oui. Bon, ça, c'est l'économie de la fonctionnalité. Ça se développe très fort et c'est beaucoup plus rentable. Juste pour vous donner un exemple, Luc Tierling, qui a fait l'expérience avec Decathlon en Belgique pendant 3 ans, ils ont transformé des magasins Decathlon en mode hybride, économie de la production, économie de la fonctionnalité. Quand on bascule en économie de la fonctionnalité, c'est 3 fois moins cher pour les clients. Le résultat de Decathlon est multiplié par 6. L'empreinte carbone est divisée par 15. Donc il faut juste réaliser que l'économie de la production, c'est bourrin. C'est bourrin, c'est pas rentable, ça brûle les écosystèmes et ça demande aux gens d'avoir un très haut niveau de pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment hallucinant qu'on soit dans ce monde-là encore aujourd'hui. Bon, ça c'est le modèle économique, c'est en train de se développer. Et puis le troisième exemple, c'est les approches participatives. Alors pour nous, les scientifiques, c'est les sciences participatives, la recherche participative. Donc ça veut dire qu'on ne vient plus avec nos questions de recherche et on demande aux citoyens de les valider, ou même on leur impose. Non, on co-construit les questions scientifiques ensemble. Oui, le truc, c'est que quand on fait de la recherche, quand on fait de l'innovation, très souvent, ce qu'on cherche, c'est que le projet soit acceptable. Alors, chercher l'acceptabilité d'un projet, c'est une défaite. Il ne faut pas que les projets soient acceptables. Il faut que les projets soient accueillis par les citoyens. Comment on fait pour qu'un projet scientifique soit accueilli par les citoyens ? Il faut qu'il soit attendu. Comment on fait pour qu'un projet scientifique soit attendu ? Il faut qu'il soit co-construit. Comment on fait de la co-construction ? Avec de la recherche participative. C'est ça l'équation en fait. Recherche participative, des projets attendus, des projets accueillis. Et là, on commence à faire de la science territoriale située qui transforme les territoires. Et donc la mission de la recherche, elle aussi, elle se transforme. On n'est plus au service du monde de la performance. On est au service du monde de la robustesse, dans un monde fluctuant. Ouais, ça, c'est une mission de service public, vraiment. Dans tous les sens du terme. Alors, il y a plein d'autres exemples. Il y a la Fédération française des trucs qui marchent. Donc ça, c'est dans le monde rural, des petites innovations, des petites inventions dans le monde rural qui sont mises sur une plateforme pour qu'on partage. Ça, c'est du participatif, c'est pareil. Il y a plein de façons de faire. Donc, bon, voilà, je n'insiste pas. Alors, je vais peut-être juste prendre un exemple plutôt dans le monde de l'ingénieur. C'est un de mes exemples favoris, ça c'est Arnaud Créteau. Arnaud Créteau, c'est un ingénieur énergéticien qui a fait une boulangerie solaire avec un four solaire. Mais oui, un four solaire low-tech, ce n'est pas des panneaux solaires, c'est des miroirs. Donc c'est vraiment très low-tech. Bon, ça, à vrai dire, il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Enfin, juste quand même petit indice quand même. Ce four solaire, c'est un four Lightfire qui a été créé en Afrique. Et là, vous voyez aussi comment les marges contaminent le cœur du système. En fait, on est aussi dans un moment décolonial. Mais enfin, c'est seulement maintenant qu'on est dans un moment décolonial. Il faut quand même le réaliser. C'est qu'en fait, les cultures des Suds
qui vivent dans les fluctuations depuis plus longtemps que nous, et bien évidemment qui nous donnent des tas d'idées pour habiter le monde robuste. Donc c'est par exemple, bon là c'est un four solaire, mais l'agroécologie, ça ne vient pas de l'Europe, ça vient de l'Amérique du Sud. C'est l'Amérique du Sud qui a relancé l'agroécologie dans les années 80. Le tout réparable, les Africains ne sont pas attendus pour faire du tout réparable. Ça fait des années qu'ils font du tout réparable. Des philosophies, l'Ubuntu, je suis parce que nous sommes, ça c'est l'Afrique australe, mais ça remonte. Le Tangping chinois, restez allongé. Les jeunes qui ne veulent plus travailler 6 jours par semaine de 9h à 21h, c'est la Gen Z qu'on voit à Madagascar, au Maroc, et puis donc évidemment en Europe, aux États-Unis. Oui, c'est tout ça. On est dans ce moment d'inversion. Enfin, mais il était temps, mais ça vient. Voilà. Pareil, c'est toujours pareil, entre 2010 et 2020, c'est vraiment la décennie incroyable où tout ça, ça vient beaucoup. C'était là avant, mais disons que ça s'est amplifié à ce moment-là. Donc là, voilà, alors, je reviens à mon néoloco, Arnaud, donc c'est un ingénieur énergéticien, il fait un four solaire, très bien. Le côté révolutionnaire de son projet, c'est qu'il fait sa boulangerie solaire à Rouen, en Normandie, oui, climat variable. Donc comment on fait du pain tous les jours avec un four solaire quand on n'est pas sûr d'avoir du soleil tous les jours ? Donc là, il va falloir vivre avec les fluctuations. Oui, c'est ça le sujet. Alors, comment il fait ? C'est très simple. Il faut faire du pain qui dure 7 jours. Oui, pour qu'il dure plus longtemps. Il ne faut pas qu'il soit rassis après 24 heures. Si je vous dis un boulanger français, il pétrit sa pâte, il cuit son pain la nuit et il vend une baguette qui sera rassie au bout de 24 heures. Ça ne marche pas avec un four solaire où on n'est pas sûr d'avoir du soleil tous les jours. Donc, il doit faire du pain qui dure 7 jours. Comment il fait du pain qui dure 7 jours ? Il utilise du levain naturel. Le levain naturel est moins performant que le levain de boulanger, qui a été optimisé pour que la pâte monte plus vite. Le levain de boulanger, la pâte, elle monte en 1h30. La conséquence, c'est que votre pain sera rassis au bout de 24 heures. Le levain naturel, ça met 5 heures à monter. Et quand ça met 5 heures à monter, votre pain dure plus longtemps. Il va se conserver, son hydratation. Et petit bonus, quand vous laissez monter la pâte tranquillement, le gluten a tout le temps de se rencontrer, il n'y a plus besoin de pétrir la pâte. Donc la question culturelle qu'il faut se poser, c'est pourquoi les boulangers actuellement pétrissent leur pâte de pain ? C'est parce qu'ils se font coincer par du levain trop performant, qui les oblige non seulement à pétrir leur pâte, mais à se lever tous les matins aux aurores pour produire une baguette. Oui, c'est n'importe quoi quand on réfléchit bien. Et ça, on pense que c'est une tradition millénaire, le boulanger qui se lève dans la nuit. Non, ça a 100 ans. C'est un siècle. Les boulangers, avant, ils faisaient du levain avec du levain naturel le jour, sans pétrir leur pâte. C'est ce qu'il fait, là, Arnaud. Donc, il ne pétrit pas sa pâte, il cuit son pain le jour, à des heures de bureau, et il vend du pain qui dure 7 jours. Et là, vous avez la boulangerie la plus robuste de France. Lui, il ne peut rien lui arriver. Parce que la faille d'une boulangerie, c'est le coût de l'énergie. Son énergie est gratuite et il a inventé un modèle économique qui vit avec les fluctuations. D'ailleurs, ils ont commencé en 2017, ils étaient rentables dès la première année et ils n'ont pas augmenté le prix de leur pain depuis 2017. Ils sont insensibles à l'inflation, avec ou sans guerre en Ukraine. Vous voyez le truc ? Ça, c'est de la robustesse. Alors, il y a aussi, ils torréfient des graines, ils diversifient. Donc ça aussi, c'est une autre forme de robustesse. Mais ce que j'aime bien dans leur truc, là, c'est que ça, c'est un projet très marginal, une petite boulangerie à Rouen, mais ils ont fait une agence, TELED, qui accompagne les territoires, les entreprises à acquérir la culture de la variabilité. Là, on est au cœur du problème. Sortir de l'idéologie du monde stable, ça veut dire acquérir une culture de la variabilité. Juste pour vous donner un exemple, en France, on produit des biens manufacturiers de janvier à décembre. Et vous savez bien que l'énergie n'a pas du tout le même coût en janvier ou en juillet, par exemple. En juillet, entre midi et 2, l'énergie en France, elle est à coût négatif. On produit trop d'électricité en juillet et août, entre midi et 2. Donc évidemment que si on est un tout petit peu sérieux et qu'on vit avec les fluctuations, on produit des biens énergivores entre midi et 2 en juillet et août. On en produit un max et on les stocke. Et après, on ne produit plus rien. Et en décembre, on fait de l'emballage, on distribue, d'autres métiers. Donc ça veut dire qu'on est polyvalent. Ça change vraiment tout. Faut voir le truc. Mais voilà, c'est ce qu'ils font avec TELED. Ok, alors petit point, faut que j'avance, parce que je vois qu'il est déjà 11h30, il faut quand même un peu de temps pour discuter. Un petit point sur la tech, parce qu'il y a une autre révolution. Donc la révolution de la robustesse, ça nous tombe dessus, évidemment, ça fluctue, donc il va falloir être robuste. Mais il y a aussi une autre révolution, c'est la révolution de la tech, donc l'IA, le numérique, les drones, les robots. Donc tout ça arrive en même temps. Est-ce que c'est compatible ? Est-ce qu'on peut articuler ces deux révolutions ? Alors, en fait, c'est là où la réponse n'est pas technique, comme d'habitude, c'est une réponse culturelle. Nous sommes dans un moment culturel. Il faut juste prendre un peu de recul et se rendre compte qu'on a tous et toutes été victimes d'un hold-up mental
Et en fait, on a tous voulu croire, et voilà, on nous a fait croire aussi, c'est un peu un mélange des deux, que le monde de la performance était technophile. Oui, si je vous dis ingénieur de la Silicon Valley, on a vraiment l'impression que c'est des fanatiques de la technologie. Hein. Alors, il faut quand même vraiment se sortir cette idée de la tête. Le monde de la performance est profondément technophobe. C'est le contraire. Et donc, il faut juste prendre une seconde pour le réaliser, ça. C'est qu'en fait, quand on fait des objets, des technologies très performantes, elles écrasent les technologies plus anciennes. Toujours pareil, hein, compétition, violence, y compris contre les technologies. Dans les années 60, quand on a développé le béton, très performant, ça a dézingué la construction géosourcée, la construction biosourcée, la terre crue. On a perdu en technologie. On a perdu de la technodiversité. C'est ça qui s'est passé, en fait. Donc ça, c'est technophobe, c'est même technophage. Ça mange les technologies. Ça, c'est le monde de l'ultra-performance. Et en plus, quand on fait des technologies très performantes, souvent, elles sont de plus en plus complexes, de plus en plus compliquées. Et donc, ça éloigne les citoyens de la technologie. Dans cette pièce, personne n'est capable de réparer son smartphone intégralement, alors que ça devient une prothèse numérique. Ça, c'est technophobe, hein, très clairement. Hein. Alors, vous me voyez venir à 3 km, plutôt que de faire des technologies aliénantes dans le monde de la performance, on va plutôt faire des technologies émancipatrices dans le monde de la robustesse. Donc ça, c'est du Ivan Illich dans le texte. Hein. Alors, c'est quoi le monde de la robustesse ? Le monde de la robustesse, oui, il est technophile, évidemment. Donc, en fait, quand il y a des nouvelles technologies, des toutes nouvelles technologies, si elles sont robustes et au service de la robustesse du territoire, on garde. Mais ce n'est pas pour ça qu'on écrase des technologies plus anciennes. Notre seul filtre, c'est robuste et au service de la robustesse du territoire. Donc ça veut dire que l'impression 3D, par exemple, certainement qu'on va garder. Parce que ça peut rendre des objets réparables à vie. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter de faire des maisons en terre crue. On va garder aussi. L'ingénieur du futur, ce n'est plus quelqu'un qui fait la meilleure technologie, c'est quelqu'un qui fait un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, que des solutions robustes au service de la robustesse des territoires. C'est le critère dans un monde futur. Donc là, c'est technophile. Oui, on veut préserver la technodiversité comme on veut préserver la biodiversité. C'est la même logique. Ça, c'est de la robustesse. Et en plus, on veut que ce soit des technologies qui soient réparables, adaptables, évoluables par les citoyens dans le territoire. Il faut que ce soit situé. Il ne faut pas que ça dépende d'un semi-conducteur taïwanais, hein, fragile. Je ne vous fais pas un dessin. Hein. Ou de l'hélium qatari. Oui, fragile aussi. Hein. Voilà, donc tout ça, ça veut dire qu'on va vraiment réinventer complètement ce que c'est qu'un ingénieur. Donc en fait, c'est ce qu'il faut dire à tous ces élèves ingénieurs qui désertent les écoles d'ingénieurs. Là. On a besoin d'ingénieurs, mais le métier d'ingénieur va complètement changer. Et ce sera un vrai métier d'ingénieur technophile. Ce n'est plus des ingénieurs qui font de la performance pour faire de l'obsolescence programmée. Vous voyez, on est vraiment dans autre chose, quoi. Ça, c'est vraiment technophile, faire des objets qui durent, réparables, avec une hybridation avec les sciences sociales, les sciences humaines. Quoi. Beaucoup plus intéressant que le monde qu'on quitte. Quoi. Je le dis souvent d'ailleurs, hein, le monde qui vient est plus joyeux que le monde qu'on quitte. On quitte l'autoroute de la performance. Voilà, on va sortir de ça. Alors, je vais conclure. Je vous remets ma boucle. Ça, c'était la boucle du départ. Hein, la boucle toxique de la performance. Voilà, chaque fois qu'on augmente la performance, ça épuise les ressources. Encore une fois, hein, c'est utile. Hein. Enfin, je ne dis pas qu'il faut dézinguer la performance complètement. On a besoin de performance, mais c'est ponctuel. Il faut mettre une date de péremption. C'est le pompier dans l'incendie. Hein. Enfin, si je vous le dis différemment, la performance, on voit ça actuellement encore comme la solution à tous nos problèmes. Il va falloir considérer la performance comme un mal nécessairement transitoire. Vous voyez le changement culturel que c'est, hein, c'est le pompier dans l'incendie, la performance. Alors c'est quoi le reste ? Là, l'antidote, si vous voulez, c'est cette autre boucle. En fait, chaque fois qu'il y a une crise, on a besoin d'être en sécurité. Ça, évidemment, on ne va pas le changer parce que c'est un besoin primaire. Quand on a besoin d'être en sécurité, plutôt que de tomber dans le panneau du contrôle, du tout contrôle, on va faire exactement le contraire. On va comprendre que pour être en sécurité, il faut prendre de la distance avec le contrôle. C'est le contraire. Donc on va prendre des marges de manœuvre. Oui ? Donc c'est ça, les marges de manœuvre. Quand on augmente les marges de manœuvre, oui, évidemment que ça crée de la robustesse. Vous voyez, j'ai pris l'exemple de l'amortisseur là. L'amortisseur, c'est l'exemple typique d'un objet qui est au service de la robustesse. L'amortisseur, c'est une structure incohérente, un ressort qui revient le plus rapidement possible à l'état initial, couplé à un piston dont le rôle est de revenir le plus lentement possible à l'état initial. Vous couplez les deux, c'est une structure incohérente qui amortit les fluctuations. Ça, c'est typiquement de la robustesse. Quand on fait de la robustesse grâce à ces marges de manœuvre, ce qui est magique là-dedans, c'est que quand on fait de la robustesse, forcément, on va être au service de la robustesse du territoire, si on fait de la vraie robustesse, et donc on va régénérer les ressources du territoire. Typiquement, l'agroécologie, c'est ce qui se passe. On remet de la biodiversité. Quand on régénère les ressources, on atténue les fluctuations suivantes.
voyez, c'est une cure. C'est une cure à la polycrise. Donc là, vous avez en fait à droite, ça c'est la boucle du stress, la boucle de la performance. Donc utile, quand il y a un incendie, le chirurgien, quand il fait son acte chirurgical, oui, là, il y a besoin de performance, mais vous voyez, c'est très ponctuel. Ça, c'est la boucle du stress à droite. Et la boucle à gauche, c'est de la sécurité qui devient de la sérénité. C'est-à-dire que c'est de la sécurité qui n'a pas besoin du contrôle pour faire de la sécurité. C'est de la sérénité, ça. Et bien ça passe par la robustesse, ça ne passe pas par la performance. Bon, voilà, donc c'est deux... Mais je vous le dis de façon plus simple, avec cette bascule, on change de monde. Voilà. On a été drogué à la performance pendant des années. Ça, c'était encore possible quand on était dans la fiction du monde stable. On quitte ce monde-là. Tous nos systèmes ont été construits avec cette hypothèse, qui est une hypothèse fausse aujourd'hui. Et donc, il va falloir construire des systèmes robustes par défaut et autoriser la performance quand il y a une crise. Vous voyez, c'est vraiment en inverse. Alors, juste pour vraiment conclure, il y a de plus en plus de structures, d'organisations, assez peu d'universités, on va dire, mais il y a de plus en plus, surtout d'entreprises, d'associations, de territoires qui intègrent la robustesse dans leur vision stratégique. Donc ça devient de plus en plus gros, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est vraiment, on voit les étourneaux contaminer le cœur. Il y a 5 ans, c'était vraiment des toutes petites structures. Et puis là, ça devient de plus en plus gros. Donc la Fondation de France, la région Wallonie-Bruxelles, donc la Belgique francophone. Donc ça fait tout ça, ça fait des collectifs qui travaillent la robustesse et autant de territoires écoles, finalement. Mais en fait, moi, j'ai un seul conseil à vous donner. Un seul conseil. C'est que si vous voulez enrobuster vos futurs projets, si vous voulez enrobuster votre équipe de recherche, si vous voulez enrobuster votre université, le piège performant, ce serait de faire venir un expert de la robustesse. J'espère que vous me suivez toujours. Parce que l'expert de la robustesse, ah oui, il va vous donner du tout cuit, clé en main, il va donner plein d'indications, sauf que vous n'allez pas vous les approprier, parce que c'est l'expert qui a la connaissance, quoi. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand c'est la crise, si vous n'avez pas l'expert avec vous, c'est une béquille que vous n'avez plus. Donc c'est fragile. Toujours pareil, performant, donc fragile. Donc moi, ce que je vous invite à faire plutôt, c'est de créer votre communauté, vos communautés apprenantes de la robustesse dans vos collectifs. Donc plutôt que de faire venir un expert de la robustesse, vous prenez 5-6 personnes dans vos collectifs qui travaillent la notion, qui essayent d'enrobuster leur projet. Mais ça peut se faire sur tous les sujets, vraiment, et à toutes les échelles. Et quand vous faites ça, quand vous mélangez ces groupes, plus hétérogènes, évidemment, mieux c'est. Là, vous allez en fait travailler la notion, voir les angles morts, les freins, les opportunités, etc. Et là, vous allez vraiment avoir du savoir-faire territorial, situé. Et le jour où ça tangue, vous aurez une expertise locale. Et le jour où ça tangue, vous allez essaimer. Donc vous allez aussi enrobuster vos voisins, quoi. Alors pour le faire, voilà, ici, alors ça c'est un site qui a été créé par Gatien Bataille et Laurent Marceau. larobustesse.org, donc c'est un site qui collecte à peu près les écrits, les jeux, des posters, des vidéos, des audios, plein de ressources qui viennent de partout. Il y a des conférences toutes prêtes qu'on peut adapter. C'est tout en Creative Commons, CC by SA, donc partagé, partageable, évidemment. Et donc ça, c'est disponible pour lancer une communauté. Après, évidemment, chacun va ouvrir, mais pour lancer le truc, voilà, c'est disponible, donc n'hésitez pas. Donc il commence à y avoir des communautés apprenantes territoriales, donc il y en a dans des villes. La Bretagne est très avancée sur le sujet. Il y a Brest et robustesse, Rennes et robustesse, Vannes et robustesse. Voilà. Et puis il y a aussi des communautés thématiques, formation et robustesse. Mais il y a aussi soins et robustesse. Il y a 200 personnes dans cette... parce que le monde de la santé est certainement un des milieux les plus impactés avec le monde de l'agriculture par le culte de la performance. Bref, donc allez faire un tour, vous allez voir, il y a plein de ressources. Et puis je vais m'arrêter avec les bouquins, si vous voulez creuser. Bon, il y a le petit tract Gallimard, bon, tout ça c'est disponible en bibliothèque, évidemment. Le petit tract Gallimard, Antidote au culte de la performance, c'est un texte de 60 pages qui essaye juste de dire ça, en fait, voilà, quand on change de monde et qu'il va falloir dérailler du culte de la performance. Les bouquins chez Odile Jacob, le prochain qui va sortir en mai s'appellera Chronique d'un monde qui craque. Bon, ça, je pense que en fait, j'ai même pas besoin d'épiloguer, on le voit, c'est une revue de presse si vous voulez. Donc il y a les exemples des ultra performants qui se plantent et les exemples des robustes qui en fait sont en train de construire le monde d'après, quoi. Bon, il y a un MOOC, etc. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter et je vais remettre cet équilibre. Voilà, merci de votre écoute et j'attends vos questions.